En cherchant dans mes brouillons d'idées de vidéos, je suis retombé sur un texte que j'avais commencé à écrire en début de saison et qui s'appelait « Le problème des Boston Celtics ». Une vidéo dans laquelle j'avais prévu de vous expliquer pourquoi ils faisaient une mauvaise saison et surtout pourquoi l'équipe était mal construite et mal coachée. Et je me suis dit à l'époque que j'allais attendre un peu avant de la sortir et leur laisser un peu de temps pour se mettre en route et s'habituer à leur nouveau coach qui devait lui-même s'habituer à son nouveau métier. Et j'ai bien fait d'attendre puisque ma vidéo aurait plutôt mal vieilli puisque les Celtics sont une des meilleures équipes de la ligue sur la deuxième partie de saison. Et du coup, au lieu de vous faire ma vidéo sur le problème des Celtics, on va plutôt s'intéresser à la manière dont ils l'ont réglé pour complètement se relancer dans la course aux playoffs et plus si affinité. Donc asseyez-vous bien confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. Après une saison 2020-2021 décevante, les Celtics avaient décidé de chambouler complètement l'organisation de la franchise. Bye bye Danny Ainge, qui a quitté son poste de general manager, remplacé par le coach de la franchise, Brad Stevens. Bye bye Kemba Walker et Evan Fournier, dont l'expérience fut ratée dans le Massachusetts. Et bonjour Dennis Schroeder, Josh Richardson, Juan Hernan Gomez, Enes Kanter ou encore le retour au bercail de Al Horford. Et surtout également l'arrivée de Ime Udoka, l'ancien assistant de Greg Popovich qui arrive pour son premier poste en tant que head coach en NBA. Bref, un remaniement de la franchise en bonne et due forme qui devait les aider à rejouer les premiers rôles de la conférence Est. Sauf que les débuts furent plus compliqués pour eux avec une équipe incapable de gagner les matchs serrés, un coach qui tâtonne dans ses rotations et dans ses choix tactiques, un Jason Tatum loin du niveau espéré et des Celtics qui n'arrivent finalement pas à suivre le rythme de la conférence Est. C'est allé jusqu'au point de voir un peu partout des interrogations sur la nécessité de séparer leur duo de jeunes superstars, avec pas mal de monde préférant carrément garder Brown et trader Tatum. Si, je vous jure. Mais les Celtics ont depuis fait taire tout le monde et sont devenus l'équipe la plus chaude de la deuxième partie de saison et ils ont enclenché une sacrée remontada au classement de la conférence Est pour revenir dans la course aux playoffs. Si on regarde l'évolution de leur saison, le 21 janvier 2022, ils étaient encore 10e de la conférence Est avec un bilan négatif de 23 victoires pour 24 défaites. Et depuis cette date, les Celtics ont le meilleur bilan de la ligue devant même les Suns de Phoenix avec 20 victoires pour seulement 4 défaites, ce qui leur a permis pour le moment de remonter à la 4e place de la conférence Est avec seulement 4 défaites de retard sur le premier. C'est ouf, ils sont passés d'équipe tout juste qualifiée pour le play-in tournament à une équipe qui aura sûrement l'avantage du terrain au premier tour des playoffs en seulement 2 mois. Pour le reste de la vidéo, je vais souvent vous faire des comparaisons de stats avant-après, donc gardez bien en tête que la date de bascule pour toutes les stats sera le 21 janvier. Et on commence par l'attaque où les Celtics avaient tout simplement le 8e plus mauvais rating offensif de la ligue avec 108,7. Et ils ont depuis le 5e meilleur rating avec 117,5. Une belle évolution qui est due à plusieurs facteurs dont le plus important est bien évidemment le retour de Jason Tatum au niveau de superstar auquel on l'attendait. D'un point de vue stats d'abord, le gap est évident. Il avait avant des stats de 25,2 points, 8,6 rebonds et 3,8 passes, ce qui est en soi pas dégueu. Mais il avait surtout des pourcentages bien en baisse par rapport à ses standards avec seulement 41,6% au shoot et 31,1% à 3 points, ce qui l'empêchait de correctement peser sur les résultats des Celtics. Surtout, il donnait l'impression de se perdre dans des shoots trop compliqués, bloquant souvent le collectif pour de longues isolations et des choix dans le jeu qui n'étaient pas les bons. Il faut dire que son jeu, il est énormément basé sur de l'ISO et sur du pur talent individuel qu'il utilise sur du 1v1 avec des shoots contestés à mi-distance et que son niveau général baisse logiquement lorsque ses pourcentages sont en baisse. C'est d'ailleurs le même problème qu'a son acolyte Jaylen Brown, lui aussi très dépendant de sa capacité à mettre des shoots compliqués et ayant du mal à être productif autrement, ce qui l'oblige également à forcer quand même lorsque les shoots ne rentrent pas. Mais revenons sur Tatum, qui aujourd'hui a complètement fait oublier les doutes sur son début de saison, puisque depuis le 21 janvier, il tourne en 29,7 points, 7,7 rebonds et 4,9 passes par match, avec des bien meilleurs pourcentages de 49,9% au shoot et 39,4% à 3 points. Le titre de MVP semble loin bien évidemment parce qu'il a mis beaucoup trop de temps avant de se reprendre, mais une chose est sûre, c'est que ça fait 2 mois qu'il évolue à un niveau de MVP. Et au-delà de l'évidence de son nombre de points plus important et des meilleurs pourcentages, je voulais aussi souligner quelques stats intéressantes concernant sa progression. La première, c'est son box plus-minus qui est à plus 15,8 sur la période, ce qui est incroyable.
Pour rappel, ça veut dire que son équipe score 15,8 points de plus que leurs adversaires lorsqu'il est sur le terrain. La deuxième, c'est son pourcentage de tirs marqués suite à une passe décisive qui est passé de 43% seulement à 51,4%, ce qui montre que Tatum a un petit peu réduit son nombre d'isolations et de shoots compliqués pour faire un petit peu plus confiance à ses coéquipiers en les laissant travailler pour lui donner des shoots plus simples. D'ailleurs, ça va dans les deux sens puisque lui aussi a augmenté son nombre de passes décisives, passant de 3,8 à 4,9 par match. Il a vraiment amélioré son playmaking et sa vision de jeu, notamment sur pick and roll. On voit par exemple sur ce pick and roll avec Smart que Jordan Poole edge avant de reprendre sa place. Mais il y a un léger moment de flottement et Tatum n'hésite pas une seconde et sert Smart pour un 3 points ouvert. Il devient aussi très bon pour lire l'aide défensive adverse. Sur cette action, il fait un pick and roll avec Robert Williams. On voit que Rozier vient du corner opposé pour aider sur le rôle de Williams. Tatum lit bien la situation et fait une passe à l'opposé à Brown complètement seul, qui lui fait une extra passe pour Smart pour un 3 points. Pareil sur cette action où il fait encore une fois un pick and roll avec Williams, mais cette fois-ci c'est le joueur du corner côté ballon qui glisse pour aider sur le rôle, et Tatum lit encore une fois correctement le jeu et sert Al Horford pour un 3 points. Et ce côté un peu plus passeur ne se retrouve pas que chez Tatum. C'est toute l'équipe qui est devenue beaucoup plus collective ces derniers temps avec un jeu beaucoup moins prévisible et beaucoup moins statique qu'avant. Leur nombre de passes décisives par match est du coup passé de 22,8 à 26,3 avec 8 joueurs qui font plus de 2 passes décisives avec un Marcus Smart en tête avec 6,3, ce qui représente le meilleur total de sa carrière. Sa cible préférée, c'est Robert Williams. Ici par exemple, Williams va pour faire un pin down pour Jason Tatum, mais il coupe finalement vers le panier et reçoit un alley-oop de la part de Smart, ou encore ici où Smart drive et au moment où Sabonis fait un pas vers lui, il envoie Williams au alley-oop. D'ailleurs, ce n'est pas le seul à servir Williams qui est vraiment devenu le partenaire parfait pour alley-oop de cette équipe. Il faut dire que c'est un monstre physique qui roule très bien vers le panier et qu'il est capable d'attraper tout un tas de ballons avec une grosse verticalité et une puissance impressionnante. Mais on va surtout parler de Robert Williams dans la partie défensive de la vidéo, comme vous vous en doutez, parce que oui, là où les Celtics sont le plus impressionnants je trouve, et c'est ce qui les rend si bons depuis 2 mois, c'est bien sûr leur défense, qui est devenue la meilleure de la ligue. Et je parle pas seulement depuis le 21 janvier là pour le coup, non, ils ont la meilleure défense de la ligue au général avec un defensive rating de 105,4 et c'est d'ailleurs je pense ce qui leur a permis de ne pas complètement exploser en début de saison et de se dire qu'en défendant comme ça, le reste allait finir par suivre. Ils ont vraiment une stratégie très intéressante de défense, centrée autour de quelques principes qui utilisent au mieux les forces des joueurs de l'effectif et qu'on va décortiquer. D'abord, avant de parler des tactiques défensives en tant que telles, pour être une bonne défense, il faut commencer par avoir un minimum de personnel défensif capable de tenir les duels, parce que c'est là que commence la défense. Si tout le monde se fait passer facilement, on passe son temps à courir après la balle et ça marche pas comme on peut le voir aux Lakers par exemple. Et Boston, ils ont tout un tas de gars qui sont très bons défensivement. On commence bien sûr avec leurs 2 superstars, Tatum et Brown, qui sont des bons défenseurs sur l'homme. Ils sont grands, costauds, rapides et ils sont capables, quand ils sont concentrés, de poser des problèmes à n'importe quel joueur extérieur. Brown est de base un meilleur défenseur que Tatum, mais Tatum progresse de plus en plus de ce côté du terrain et on le voit se développer en un très bon défenseur récemment. Capable de proposer un peu de protection de cercle, surtout en deuxième rideau ou en chase down, ou encore de proposer des défenses très propres en 1 contre 1 contre des top joueurs, comme ici où il lockdown KD sur quelques possessions dans le match contre les Nets, il ne se jette pas, se place bien dans ses appuis et fait un contest parfait pour l'empêcher de scorer. On a bien évidemment aussi Marcus Smart qui reste un véritable pitbull en défense, toujours capable de switcher sur n'importe quel type de joueur en défense et de tenir grâce à son physique. Les Celtics ont aussi ajouté Derrick White récemment, qui lui aussi est un vrai bon défenseur sur l'homme et qui peut prendre le relais de Smart pour défendre les guards adverses. Et puis on a Al Horford qui malgré son âge reste toujours un excellent défenseur. On le voit ici par exemple tenir le duel face à un prime Joel Embiid, respect franchement. Au-delà de son physique qui tient toujours, c'est surtout son intelligence et sa science du placement qui lui permettent de vraiment être très efficace dans ce système défensif. Et enfin, en regardant les matchs de Boston pour préparer cette vidéo, il y a vraiment un gars dont j'ai vraiment beaucoup aimé l'apport défensif. C'est Williams. Mais pas Robert Williams que je garde pour le dessert, mais bien Grant Williams. Franchement, il est ultra solide et précieux dans cette défense. J'ai été très impressionné par sa capacité à rester devant son défenseur sans lâcher aucun espace jusqu'à forcer un très mauvais shoot sans faire de faute. Regardez là par exemple, face à Kuminga. Il reste bien dans ses appuis, ne se laisse pas prendre et le stop net avant de lui faire tenter un shoot compliqué. Bon, ok, Kuminga, c'est pas un top joueur, mais regardez sur cette action. Il est face à Ja Morant et Jaren Jackson Jr. vient poser un écran qu'il glisse pour perturber la défense. Mais Williams switch sur lui sans prendre aucun retard
et il va repasser devant lui et défendre avec sa main en l'air sans lui laisser d'espace et offrir un très bon contest. Ok, Jaren Jackson, c'est un bon défenseur mais c'est toujours pas un top joueur. Et ben regardez-le sur cette action face à Joel Embiid qui a pour objectif de le martyriser au poste. Et ben Williams, il ne se laisse pas enfoncer d'un seul centimètre et il oblige même Embiid à s'éloigner du panier et tenter un skyhook hyper compliqué. Et le fait d'avoir autant de mecs dans l'équipe qui sont capables de rester devant leurs joueurs et tenir leur duel, ça permet à Boston de mettre en place une tactique où tout le monde switch. Sur cette action par exemple, on a Smart qui défend sur Morant et les Grizzlies préparent un spin pick and roll. Williams et Smart switchent directement et on voit qu'un second bloc va être posé dans le dos de Williams, ce qui déclenche un second switch avec Daniel Theis qui arrive lui aussi à bien contenir le drive de Morant, ce qui n'est pas chose facile. Tatum resserre l'étau autour de Ja et vient lui faire perdre la balle parce qu'en général le problème d'une stratégie de switch comme celle-ci, c'est que ça entraîne des mismatchs avec des joueurs de taille différentes. Pour éviter ça au maximum, les Celtics utilisent une stratégie de double switch qui demande une grande communication et une grande coordination. Ici on voit Adams venir faire un bloc à Morant. Smart indique à Tatum de switcher sur Morant et il se retrouve du coup sur Adams, ce qui est un mismatch. Mais Smart va automatiquement switcher avec Williams. Il va dans le corner et Williams récupère Steven Adams. L'action est du coup stoppée et Morant refile la balle à Bane qui tente un drive mais il est très bien défendu par Nesmith. On le voit aussi ici où c'est White qui tente de défendre dans la raquette sur Jaren Jackson Jr. et alors Ford vient depuis le corner pour switcher avec lui et effacer le mismatch. Ensuite, Jaren Jackson vient pour faire un pick and roll et Horford switch sur l'extérieur et fait un contest correct sur le shoot à 3 points. Et Robert Williams dans tout ça, eh bah, il est simplement devenu le point d'ancrage et la meilleure arme défensive de cette équipe. Le gars est impressionnant de puissance, de technique et d'instinct défensif. On parle pas trop de lui encore pour le titre de meilleur défenseur de l'année, mais il est le meilleur défenseur de la meilleure défense de la ligue. Je dis ça, je dis rien. Ça risque quand même d'être un petit peu juste cette année, mais en tout cas, il a clairement le potentiel pour être un candidat récurrent dans les futures années, et je trouve que son Big 3 avec Tatum et Brown a vraiment un bel avenir. Bon, c'est pas compliqué, le mec, il sait déjà tout faire. Il est capable de tenir sur certaines possessions face à des guards, en pouvant couvrir rapidement de grandes distances, et surtout en utilisant sa détente et son timing au contre, pour rattraper les joueurs les plus rapides, comme ici où il se fait passer par Cam Payne mais arrive quand même à très facilement le contrer. D'ailleurs, en termes de stats défensives, Williams est une véritable arme de dissuasion massive. Il est le 3e meilleur contreur de la ligue, ex-aequo avec 2,2 par match, et ses adversaires shootent 6,8% moins bien quand ils sont face à lui, ce qui le place à la première place de la ligue, ce qui est très impressionnant pour un gars dont on ne parle pas assez encore. Même si bien évidemment Williams est très bon en défendant au poste face à des pivots, puisqu'il peut bien les tenir avec son physique, et qu'il est également largement capable d'être efficace dans sa défense du pick and roll, soit en switchant sur certains extérieurs, soit en couverture basse en couvrant à la fois le drive et le roll vers le panier. Mais Boston applique une stratégie différente la plupart du temps avec lui. Leur but est de le laisser le plus longtemps possible off-ball comme étant le joueur le plus bas dans un corner en défense sur le shooter le moins fort de l'équipe adverse, parce que là où il est le meilleur, c'est en aide défensive lorsqu'il vient du corner pour toujours assurer un second rideau et une grosse protection de cercle. Sur cette action, les Warriors font un pick and roll dans l'aile et Williams est dans le corner opposé. Looney est servi sur le roll et Williams vient directement en aide pour protéger le cercle. Il peut faire ça parce que le reste de l'équipe est assez discipliné pour faire les bonnes rotations et on voit ici que Jaylen Brown est en parfaite position entre les deux joueurs seuls pour faire la première rotation. Comme Williams est bien en place face à Looney, c'est Horford qui va compléter le switch et prendre le joueur dans le corner. Looney fait un main à main avec Thompson et là encore, Williams offre son aide à Tatum en faisant un bon contest. Sur cette action, on voit Williams qui défend sur Zubac, sauf que celui-ci va aller faire un écran sur le porteur de balle. Du coup, les Celtics switch pour le garder dans le corner, là où il pourra aider à protéger le cercle. Les Clippers décident de servir man dans le corner, ce qui en théorie est une très bonne idée pour éloigner Williams de la raquette, et ça marche puisque Zubac parvient à prendre une position en dessous du panier. Mais une fois que la passe est faite, Williams fonce et réussit quand même à bloquer le shoot. Bref, c'est une machine et je trouve que son utilisation off-ball est très bien pensée par Ime Udoka, qui après des débuts compliqués et critiqués, a vraiment trouvé une recette qui semble fonctionner à merveille pour cette équipe de Boston. Mais malgré cette remontada fantastique au classement, jusqu'où peuvent-ils aller en playoff? C'est difficile à dire, mais je peux vous dire que personne n'a envie de les affronter, ça c'est sûr. Je pense quand même qu'il y a des équipes qui sont un peu plus complètes et plus profondes qu'eux, et j'ai du mal à les voir passer face aux Bucks ou aux Heat. Mais ils vont être très durs à sortir, et si les étoiles s'alignent en leur faveur, ils pourraient même faire une belle campagne, parce que même s'ils vont être juste en termes de profondeur, ils ont deux très gros joueurs, dont Jason Tatum, qui évoluent à un très haut niveau, et ils ont une très grosse défense, et ça, c'est deux éléments qui sont très importants en playoff, faut pas l'oublier.
Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces Celtics et jusqu'où vous les voyez aller en playoff? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.